Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième journée d'App Innovation. Aujourd'hui, nous allons voir, pour cette première keynote de la journée, comment Zuora peut permettre aux entreprises de vivre sereinement, je dirais, leur changement et leur bascule vers un modèle basé sur l'abonnement. Et pour évoquer justement ce changement de modèle économique vers l'économie de l'abonnement, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités sur le plateau. Anaïs Nicolas, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes directrice partenariat stratégique EMEA chez Zuora et j'ai également avec moi sur ma droite Olivier Busneau. Olivier, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Olivier, vous êtes directeur avant-vente Europe du Sud chez Zuora. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est Zuora, Anaïs ? Alors, Zuora, c'est un éditeur de logiciels qui a été créé en 2007 dans la Silicon Valley. Et la plateforme, aujourd'hui, est une plateforme 100% SaaS qui permet aux entreprises justement de bouger vers l'économie de l'abonnement, ce qui veut dire mettre en place des business models basés sur la récurrence, l'abonnement, mais on va dire agile en général. Au vu du contexte actuel, hein, on le voit, et ça, pour ceux qui l'auront vu, qui auront suivi l'événement plus tôt, ils auront vu effectivement, ils auront des informations sur l'économie de l'abonnement. On sait que les entreprises n'ont plus vraiment le choix, elles doivent y aller. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, justement, Anaïs, elles se doivent d'intégrer dans leur SI, dans leur modèle économique, l'économie de l'abonnement ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question de pourquoi, mais plutôt de comment. Si on regarde un petit peu les chiffres, 80... On a un slide d'ailleurs qui va apparaître. Bien. 90% des éditeurs de logiciels sont passés à cette économie de l'usage, de l'abonnement. On achète désormais très peu son logiciel de manière transactionnelle. Ça, c'est aujourd'hui. Mais si on pousse un petit peu plus loin les observations, demain, on parle d'à peu près 75% des entreprises, tout type d'entreprise. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Pas uniquement les télécoms ou tout ce qui tourne autour de l'abonnement, de manière générale. Il y a des industries qui sont natives du monde de la souscription, la tech, le média, mais aujourd'hui, on parle de toute industrie confondue. Toutes ces industries basculeront vers l'abonnement. Et d'ailleurs, si on regarde un peu ce que disent les analystes dans le futur, on parle de l'économie de l'abonnement représenterait 50% du PIB d'ici quelques années. Donc un vrai shift. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est pas vraiment pourquoi, puisque les tendances et la manière de consommer montrent clairement que l'économie de l'abonnement va devenir l'économie première, mais c'est plutôt comment les entreprises vont le mettre en place. Est-ce que dans les quelques données que vous avez, les quelques chiffres que vous avez, on se dirige vers une bascule complète vers l'économie de l'abonnement, ou est-ce que l'économie de l'abonnement, eh bien, elle va voisiner pendant un certain moment, un certain nombre d'années avec l'économie transactionnelle classique ? Clairement, on va être dans un mixte parce qu'à un moment, il y aura toujours des choses qu'on va acheter en transactionnel, même dans les gros industriels qui ne vont jamais atteindre un client final et le transactionnel aura toujours une part belle. Néanmoins, on cherche à apporter un service continu, une expérience continue au client final, que ce soit un particulier professionnel, et ça, c'est le monde du service au sens large, donc as a service qui pousse cette tendance, on va dire. Olivier, un complément sur cette question-là. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas finalement le grand public, ce qu'on observe avec des plateformes, les Netflix, les Spotify et ainsi de suite, qui inspire justement les grands comptes, qui justement, voyant la réussite de ces modèles-là, se disent, eh bien, l'économie de l'abonnement, ça marche pour eux. Il n'y a aucune raison qu'on s'en prive, même si on est effectivement sur une économie basée sur le transactionnel. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de la cross-fertilisation en bon français. C'est-à-dire que le B2C regarde le B2B, le B2B regarde le B2C. Et donc, effectivement, depuis une grosse dizaine d'années, les plateformes de streaming ont montré que acheter un bien de consommation, plus personne n'avait vraiment envie. On ne va pas revenir sur les sempiternels morceaux de musique, DVD, etc. Je pense que tout le monde a bien compris ce sujet-là. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a une grosse quinzaine d'années, c'est les éditeurs de SaaS qui ont quand même inventé quelque part cette économie de l'usage. C'est-à-dire, je n'achète plus un logiciel que je vais amortir pendant potentiellement 15 ou 20 ans, les ERP en étant un très bon exemple, mais je vais
as a service, souscrire à quelque chose qui va m'apporter de la valeur au quotidien. Donc ça a commencé par le B2B, c'est rapidement passé vers le B2C, et maintenant le B2C a extrêmement accéléré, et le B2B est en train de se dire, zut, mais tous ces problèmes de disruption, ces anciens acteurs qui n'ont pas su se réinventer, qui n'ont pas su embrasser l'économie de l'usage de manière très générale, est-ce que peut-être ça ne va pas nous arriver? Donc en fait, oui, les deux mondes se regardent, et c'est très intéressant. Une toute dernière question pour continuer à poser le cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, en tout cas les prospects, les clients avec lesquels vous parlez, ont-ils conscience de la valeur qu'ils peuvent tirer de l'économie de l'abonnement, sachant qu'effectivement, pour une grosse partie d'entre elles, c'est quand même un changement de modèle, c'est un véritable effort, on le verra pendant la discussion qu'on aura, c'est un véritable effort. Donc est-ce qu'elles ont conscience de la valeur qu'elles peuvent en tirer? Un mot sur ça, Olivier. C'est toujours une discussion qui est assez compliquée. On parle de changement de business model, c'est une transformation complète de l'entreprise. Et je dirais notablement au niveau de la finance. C'est-à-dire que si ce n'est pas une initiative qui est tirée par, on va dire, le CFO Office, mais une initiative uniquement marketing, il y a toutes les chances que ça n'aboutisse pas. Très concrètement, quand vous vendez des machines et que vous les faites as a service, si on n'a pas le fonds de roulement nécessaire pour faire que la machine, on va absorber. Les revenus vont être prédictibles et ils vont être plus importants, la marge sera plus importante avec l'économie de l'usage. C'est pour ça que les entreprises, notamment en B2B, passent à l'économie de l'abonnement. C'est parce que le business model, il est vertueux quelque part. Tout le monde y trouve son compte, le client comme le fournisseur. Mais si ce n'est pas complètement cadré, ça peut devenir rapidement compliqué. Pour revenir à votre question, est-ce que tout le monde y voit la valeur? Je pense que les CFO voient bien la valeur, ou en tout cas ceux qui ont décidé d'aiguillonner un petit peu leurs entreprises voient bien la valeur. Ce n'est pas le cas de toutes les industries. C'est pour ça qu'on a une grosse diversité en fait, de maturité, hein, très clairement, dans les différentes industries. C'est pas grave, tout le monde va y passer, Anaïs le disait. 50% du PIB, ça veut dire que globalement, toutes les industries devront être touchées. C'est une question de maturité. Voilà, on a vu par exemple la banque, l'assurance qui commence à s'intéresser un petit peu à ce sujet. Les éditeurs de logiciels, ça fait 15 ans que c'est plié. Tout le monde sait que le business model du futur pour les éditeurs de logiciels, c'est le SaaS, c'est le cloud. Même si on n'est pas natif, il faut y passer. Voilà, la maturité. Et ça vient avec le temps. Comment les clients débutent-ils, Olivier, cette aventure, ce changement vers de business model, ce que vous appelez cette journey to usership, en bon français? En bon français, encore une fois. Alors, il y a deux... Je vais faire deux parties dans ma réponse, en fait. Il y a ceux qui veulent vraiment se lancer parce qu'ils ne connaissent pas. Et donc là, on va parler d'initiatives de type lancement. On va faire des MVP, c'est un mot qui est très à la mode. On va... MVP, pardon, est-ce que vous pouvez définir, Olivier? Oui, Minimum Viable Product, c'est-à-dire le produit, le service ou le product as a service, peut-être plus précisément, pour tester un petit peu l'appétence du marché. Mais pas que tester l'appétence du marché, mais aussi tester la capacité de son organisation, à réagir à tout ça. Le bête exemple, hein, si vous ne changez pas votre structure de pricing, vos centres de coûts, la manière dont vous faites la comptabilisation de vos assets, et je parle volontairement extrêmement back-office parce que c'est un vrai problème, que vos commerciaux n'ont pas une incentive qui est un petit peu différente, passer à du as a service, que ce soit pour de la machine-outil ou du service type maintenance, utilities, etc., on a toutes les chances que ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment une transformation absolument complète. Donc si on veut se lancer, un MVP, c'est très bien, parce qu'on va peut-être faire une spin-off, une business unit d'innovation au sein des entreprises. Donc d'un point de vue RH, ça a des impacts importants. Il faut aller trouver les talents dans les organisations, peut-être se faire aider par des cabinets de conseil. D'un point de vue architecture informatique, peut-être faire ce qu'on appelle souvent à tort du shadow IT. Vous savez, le petit système d'information dans un coin que personne ne va vraiment regarder et qu'on laisse un peu tranquille, celui qui n'est pas obligé de coller à toutes les normes, etc. Ça, c'est bien dans un premier temps, et franchement, c'est ce qu'on le conseille. Il y a un problème avec tout ça, c'est que la scalabilité ne va pas forcément être assurée. Donc, tout c'est pour ça, hein, typiquement sur les initiatives de type lancement de nouveaux services, qu'on accompagne aussi pas mal de clients qui veulent tester le changement de business model. Ma machine, je la fais as a service, ou je la fais à côté d'un service. Je veux lancer une nouvelle activité, je rachète un concurrent qui lui-même était déjà un petit peu plus avancé, je veux rentrer dans ce qu'on appelle une plateforme de service. Voilà, là on est vraiment sur les bonnes pratiques au niveau du lancement. Un mot, Olivier, sur l'organisation, et j'aimerais qu'on revienne dessus. Vous avez dit justement que le changement vers la bascule complète ou même partielle vers ce modèle
inclut effectivement des changements de prix, donc un travail de marketing particulier. Ça inclut également un véritable changement organisationnel parce qu'on ne gère pas un modèle transactionnel comme on gère un modèle sur abonnement. Au-delà des outils qu'on utilise, ce n'est pas forcément les mêmes équipes, c'est-à-dire qu'il faut former des gens, ainsi de suite. Dans quelle mesure cet impact-là, il doit vraiment être pris au sérieux et pris vraiment dès le début du projet par les entreprises dans ce type de bascule? Alors, j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'il soit pris au sérieux trop tôt, parce que sinon on se pose que des problèmes et on n'y arrive pas. Ça peut être vraiment un blocage. Dans le concept de lancement de MVP, avant de parler de scalabilité, il faut parler de faisabilité. Est-ce que l'idée est bonne? Est-ce que le business model derrière, il est bon? C'est-à-dire, est-ce qu'il est rentable pour l'entreprise? Ou est-ce que je sais déjà que mon prix de vente va faire en sorte que j'ai une marge négative? Si c'est le cas, il ne faut pas y aller. Enfin, soyons extrêmement pragmatiques. Après, si on sait qu'on y va pour de bon, donc derrière la phase de lancement complètement initiale, plus quand on commence à préparer la scalabilité, oui, il faut se poser des questions. Est-ce que j'ai les bonnes personnes? Est-ce que j'ai les bons processus? Est-ce que j'ai les bons outils? Et bien souvent, les trois conditions que je viens de citer ne sont pas réunies. Hein. C'est très clairement pour ça qu'on fait des mécanismes d'optimisation, des campagnes d'optimisation, notamment des systèmes d'information, mais du coup, de manière conséquente, des process et des people aussi, pour faire en sorte que... Il y a un aspect, pour le dire très clairement, il y a un changement de mindset qui doit s'opérer au niveau des organisations. C'est pas juste, je mets une étiquette subscription economy et ça va être magique. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça, c'est ce qu'on aimerait, mais effectivement, ça marche pas. Ça marche rarement comme ça. Anaïs, est-ce que toutes les entreprises sont concernées? On a parlé vraiment de beaucoup de styles d'entreprise, vous l'avez dit tout à l'heure. Dans quelle mesure, j'ai envie de dire, toutes peuvent être concernées par ce changement de modèle? Alors, on a des exemples différents. Comme disait Olivier tout à l'heure, il y a les natifs de la souscription. La tech, c'est devenu un classique et on positionnait le 90% de la tech à basculer en modèle à l'usage. Les médias, les telcos, nativement sont passés, sont dans le monde de l'abonnement. Ce qui est intéressant, c'est depuis 5-6 ans, on parle de réelle transformation chez les énergéticiens, chez les manufacturiers, les constructeurs automobiles, par exemple. Ils vont mettre en place des plateformes de services et aller chercher des services à valeur ajoutée pour le consommateur final. Un exemple assez simple, en tout cas qui parle à tous, celui de l'automobile dont on parlait justement hier. Un constructeur automobile, jusqu'à présent, faisait du transactionnel et vendait généralement en indirect au client final. Et là, met en place des plateformes de services où ils vont proposer des services connectés, des extensions de garantie, éventuellement des partenariats avec d'autres sociétés, et c'est eux qui vont supporter cette offre-là. Ça, c'est typiquement des sujets qu'on va pour l'économie de l'abonnement. Vous avez dans l'industrie manufacturière ou d'ailleurs dans le monde du CPG, un de nos clients, il vendait un produit, il a décidé de le mettre en mode as a service. Donc, ce n'est pas uniquement des offres qui en devenir, mais ce sont des offres existantes où on se dit, en fait, c'est plus pertinent de mettre un modèle à l'usage, éventuellement de rajouter un service pour accompagner ce produit, un service de maintenance, un service de maintien, un service de maintenance, on va dire. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Donc vous avez les acteurs natifs dans l'industrie de la tech, des médias. Vous avez ensuite l'énergie, comme je le disais, l'automotive, le manufacturing. Plus récemment, on voit le monde aussi du retail qui est en train de se transformer. Toujours la même thématique. Je lance une plateforme de services. Comment je vais monétiser ces nouveaux services ou de l'existant? Et surtout, apporter une expérience unique au client final, pas une multiplicité de factures. Pas des expériences diverses et variées, on apporte une expérience omnicanale et constante, on va dire. En même temps, et là je reprends ce que disait Olivier, on doit être en mesure de répondre aux besoins du marketing, les lancements d'offres ou apporter de la lisibilité. On doit être capable d'accompagner les services financiers, et toutes ces sociétés se posent des questions, surtout quand ce n'est pas natif. Comment je vais pouvoir gérer la multiplicité des factures? Comment je vais pouvoir gérer un contrat qui s'interrompt, par exemple, dans le monde des médias, et on a pu le voir, les gens qui partent en vacances n'ont pas besoin de recevoir leur journal, par exemple, pendant l'été, préfèrent soit faire une pause, soit avoir une version digitalisée. Tout ça, ce sont des itérations au contrat qu'il va falloir que la plateforme absorbe. Et nous, ce qu'on propose, en tout cas avec Zuora, c'est de masquer toute cette complexité. Enfin,
les derniers secteurs à bouger. Et là, je ne fais que reprendre ce que Olivier disait, c'est plutôt le monde de la finance. Et là, différemment, vous avez vraiment le monde de l'assurance, le monde de mutuelle, qui, encore une fois, c'est un peu le maître mot, va mettre en place des plateformes de services. Et c'est là où ils sont venus nous chercher. Nous, on n'est pas des experts du FSI. On est une solution à la fin de la journée qui est complètement horizontale. Par contre, on sait ce que c'est de mettre en place une plateforme de services. On sait ce que c'est de monétiser tout type d'offres et de monétiser des offres tierces. Ça, c'est ce qu'on voit dans le monde des mutuelles qui vont aller chercher, vont par exemple mettre en place des services d'aide à la personne, d'accompagnement aux personnes âgées. Ils vont aller chercher soit leurs clients classiques ou soit des nouvelles personnes aussi pour étendre un petit peu les revenus générés et puis étendre les services que la marque peut apporter. Et le dernier sujet côté FSI, et je m'arrêterai là, c'est un peu la modernisation des banques. Les banques se sont fait complètement bousculer, notamment par les néobanques, tous les nouveaux arrivants. Vous n'allez plus forcément en agence, vous êtes capable de souscrire à distance sans avoir à tout signer, vous avez besoin d'apporter de l'agilité à votre client final. Et en fait, tous ces nouveaux disrupteurs ont fait que les banques traditionnelles sont en train de se poser énormément de questions et de changer aussi leurs offres. Alors nous, on a vu récemment de grandes banques côté leasing, parce que le leasing, c'était finalement assez simple. Vous alliez payer pendant 3 ans votre voiture et après vous la redonnez. Aujourd'hui, ils sont en train de regarder pour apporter davantage de dynamique parce que les systèmes, et c'est pas tant sur l'offre, c'est finalement leur système qui leur permettait pas d'avoir des offres qui s'adaptent à leurs clients. Donc voilà, donc on a vraiment toutes les industries qui sont en train de bouger, de celles qui sont nées nativement dans l'économie de l'usage à celles qui sont en train de embrace, comme on dit en anglais, cette nouvelle économie. Stratégiquement, et je reviens sur quelque chose que vous disiez, il est peut-être plus facile pour une entreprise qui est née sur le SaaS, qui est née sur le cloud, comme on dit, parce qu'elle est plus agile, parce qu'elle a pas un legacy qui est très lourd, parce qu'elle est en train de concevoir ses produits. Donc c'est peut-être plus facile pour elle de basculer quand elle le souhaite sur l'économie de l'abonnement. Est-ce que pour adopter ce modèle-là, les grands groupes, ceux qui ont un legacy ou qui ont des habitudes de vente quand même relativement ancrées, de plusieurs dizaines d'années, ainsi de suite, est-ce qu'ils ont plutôt intérêt à intégrer ce nouveau modèle dans un modèle qui existe déjà, le mettre en parallèle, ou est-ce qu'elles ont plutôt intérêt à le sortir et justement tenter l'aventure de la start-up, de la filiale et ainsi de suite? En termes de business, qu'est-ce qui peut être le plus avantageux pour justement se dire je vais y arriver parce que au moins je n'aurai pas quelque chose qui va me handicaper? Qu'est-ce qui peut être le plus avantageux pour elle? Honnêtement, il y a une seule réponse, Anaïs et Olivier, ça vous voit. Il y a 2 réponses. Nous, on a vu pas mal, en effet, de grands groupes créer des spin-offs pour justement se délester un petit peu de la lourdeur que peut avoir une très grande entreprise. Sowi, qui est un client à nous et avec qui on a déjà communiqué, donc c'est pas un souci, ils ont vraiment décidé de faire une start-up pour pouvoir justement développer cette offre et la mettre sur le marché rapidement. Ils se sont complètement délestés de l'existant. Ils ont monté une toute nouvelle équipe pour mettre en place ce projet-là. On voit aussi la SNCF a lancé il y a 4 ans une offre TGV Max. Ils connaissaient le monde de l'abonnement, on va dire, ils ont déjà des cartes. Mais cette offre-là, elle répondait à un besoin de marché un peu urgent, c'est-à-dire comment j'adresse les 15-27, donc on va dire les adolescents et jeunes adultes. Et sur ce marché-là, ils se faisaient complètement concurrencer par les bus, on voit les Flixbus, les bus Macron, etc. Ils se faisaient concurrencer par le car sharing et ne pouvaient pas se permettre d'attendre 6, 9 mois, 1 an pour mettre cette offre en place. Ils devaient se lancer vite. Exactement. Et le time to market, c'est une des choses qui impacte beaucoup d'entreprises. Comment je peux répondre à un besoin existant? Si je lance mon offre dans 18 mois, ça n'aura plus d'intérêt. Alors des fois, ça fonctionne encore. Et dans le cadre de la SNCF, une fois que le projet a été décidé, ça a pris quelques semaines, ça a mis 3 mois, je crois. Non, pas je crois, 3 mois entre le moment où on a signé et le moment où ils ont été capables de lancer cette offre. Qui n'a pas eu uniquement un impact positif, on dit on est ravis d'avoir lancé en 3 mois, ça a aussi rajeuni leur image vis-à-vis de ce segment-là. Donc voilà, intéressant de prendre cette approche spin-off. D'autres entreprises
décident de faire ça au sein de leur structure et ça fonctionne tout aussi bien. Mais je pense qu'ils ont préparé leur stratégie bien en amont. Ils se sont rendus compte que l'organisation qu'ils avaient mis en place était capable d'accompagner ce changement. Il y a un slide qui évoque un petit peu ce sujet, c'est la phase après le lancement. Qu'est-ce qui se passe après le lancement ? J'ai l'habitude de dire, quand je me réveille le matin, on n'est pas à l'abri du succès. C'est-à-dire que des fois, le MVP, ça fonctionne en fait. Et des fois, on a des clients qui nous disent « Ouah, on a bricolé un truc et on envoie les factures à la main et là, il commence à avoir 10 000 clients et ça monte, on ne peut plus gérer. Au secours, venez nous aider. » C'est pour ça qu'on fait du lancement avec une plateforme scalable. Nous, Zuora, c'est ce qu'on apporte pour faire en sorte que si ça marche, ça va marcher vite et on pourra itérer rapidement. C'est un petit peu la valeur qu'on approche. Néanmoins, on a des clients qui ont lancé de manière, on va dire, plus artisanale, qui nous appellent au secours. Vous voyez dans ce slide, le petit bruit sur la ligne, c'est l'optimisation, ça ne se fait pas sans peine, en fait. Il faut ajuster, tout simplement parce qu'on va optimiser. Peut-être, il va falloir lancer sur plusieurs pays pour avoir une meilleure idée. Est-ce que l'organisation est prête à cette scalabilité sur différents pays ? Ce qui est sûr, c'est qu'aux phases suivantes, il faudra lancer sur plusieurs marchés, plusieurs pays, adresser plusieurs typologies de clientèle. Et donc, les retours d'expérience qu'on a, je pense par exemple à Philips, qui fait de la machine as a service, des épilateurs à lumière pulsée, des brosses à dents, etc. As a service, donc en mode abonnement. Donc, on va dire les mêmes produits qu'avant, mais un petit peu plus haut de gamme. Et pour justifier le prix d'acquisition, en fait, on le loue, on en donne l'usage, c'est de l'abonnement, en fait. Mais concrètement, les produits existaient déjà. Ils ont dû itérer des centaines de fois pour trouver le bon pricing model. Pourquoi des centaines de fois ? C'est pas qu'ils s'amusent à le faire, en fait. C'est qu'en fonction des pays, des marchés, de la population cible, etc., mettre un petit peu plus de pay-per-use, un petit peu plus de all-inclusive, comme on dit en termes marketing, c'est-à-dire, voilà, encore une fois, à la Netflix, vous payez un frais unique et vous avez droit à tout. Ça ne fonctionne pas partout de la même manière. Quels sont les bons moyens de paiement ? Il y a des marchés sur lesquels mettre une carte bancaire dans un système et se faire prélever tous les mois, tout le monde a l'habitude, ça se passe très bien. Il y a des marchés où les gens payent encore en cash et donc l'abonnement peut être bloqué par des trucs aussi bêtes que le paiement. Qu'est-ce que je fais au niveau de mon organisation pour faire en sorte de faire des partenariats avec des banques locales, avec les bons moyens de paiement, pour faire non pas du prélèvement récurrent sur mandat SEPA, ce qui nous semble complètement standard, trivial, mais du virement sur tous les marchés. Certains pays veulent faire du virement récurrent, c'est pas du SEPA. Le client appuie sur un bouton pour dire oui, j'accepte de payer mon abonnement ce mois-ci. Plein de questions en fait d'un point de vue opérationnel qui se posent et dans notre framework il y a bien les outils, l'opérationnel, le marketing, la finance et à chacune de ces phases en fait on va se poser des questions. Et la phase d'optimisation elle est hyper importante et c'est là qu'on va stresser la robustesse un petit peu donc on va secouer un petit peu la machine et on va regarder comment est-ce qu'elle réagit, comme un amortisseur peut absorber les chocs de la route et c'est là en fait qu'on va être vraiment capable de préparer la scalabilité. C'est là en fait la phase vraiment critique. Et donc si on est passé par des phases de launch et qu'on a une plateforme, on va dire, qui est capable d'absorber ces chocs, on va se focaliser sur les process. C'est-à-dire, est-ce que mes product marketing managers sont capables de penser autrement ? Est-ce qu'ils sont capables de penser à leurs clients avant le produit sur lequel ils sont en train de réaliser un design ? Voilà, c'est des questions d'organisation. Mais en tout cas, l'outil informatique va être capable d'accompagner tout ça. Et on peut parler des pricing models et de la finance également. Et puis, vous avez les clients qui, donc, ont fait ça de manière artisanale et qui sont obligés, quelque part, de repenser. Donc, repenser, plus on le fait tôt, mieux c'est. Parce que si on attend plus tard, la migration coûte un petit peu plus cher. Et puis, pour être leader sur le marché, donc là, les logos que vous voyez, on aime bien parler de Zoom, qui est un client depuis quelques années. Alors pourquoi Zoom ? Parce que le Covid a été une bénédiction pour eux. Je ne peux pas vous donner le nombre de milliards de dollars qu'ils facturent au travers de la solution Zuora, en l'occurrence, que c'est nous qui faisons la facturation pour eux. En tout cas, ça va très bien pour eux. On les a connus, ils étaient relativement petits, juste après la phase de launch. Pardon, je m'arrête un instant sur Zoom, parce que c'est vraiment un bon exemple, parce que Zoom, ils existaient déjà avant, la plupart, on en a très vaguement entendu parler. C'était une solution, somme toute, avec une expérience utilisateur vraiment pensée, très fine, mais les gens n'étaient finalement pas au courant. Ils ont été, en fait, si je comprends bien, complètement débordés au moment du Covid, parce qu'ils sont plein de gens qui ont commencé à vouloir utiliser, à vouloir payer une solution pour avoir un usage professionnel, et c'est là que vous intervenez. En fait, oui, de manière quasiment naturelle. En fait, tout ça avait été anticipé. On les a connus quand ils étaient plutôt nord-américains, plutôt orientés B2B, plutôt vers des éditeurs de SaaS un peu modernes. En gros, les voisins de la Silicon Valley, pour faire très court. Je prends des raccourcis volontairement. Et puis, il y a eu cette phase d'optimisation pour être capable de vendre à l'international, vendre à des entreprises plus grandes,
avec des SLA différents, etc. Des problèmes organisationnels qui, pour une start-up, fait qu'ils ont dû grossir. On les a accompagnés en fait pendant toutes ces phases. Les changements de devises, les moyens de paiement différents, la facturation particulière sur certains types de pays, l'ouverture de filiales. On a été là à leur côté avec le même back-office qu'au premier jour, simplement avec une plus grosse scalabilité. Et effectivement, quand il s'est agi d'aller massivement vers le B2C avec l'accélération énorme du Covid, on est passé de nombre de factures par mois, je ne peux pas donner les chiffres, qui se comptaient en centaines de milliers, à des factures par mois qui se comptent en millions. Donc le coût à la facture, le montant de la facture, le freemium, revenir à du freemium parce qu'on fait du B2C et que c'est normal de faire du freemium. Je crois qu'ils offrent 45 minutes gratuites. Et ensuite, voilà, tout ça, c'est des idées marketing qui viennent rapidement. Si l'outil n'est pas là pour implémenter le nouveau business model, c'est tout bâtin, ça s'appelle un plan de tarification. Vous avez 45 minutes gratuites, ensuite ça coupe, ou ensuite on vous demande de passer à une version payante. Il faut penser à l'expérience utilisateur, mais tout ça, c'est un problème de processus et d'outils derrière. Donc oui, on les a accompagnés pour cette scalabilité. Juste encore un exemple et quelques éléments sur Zuora. Justement, comment est-ce que vous les avez aidés à passer de, en gros, l'entreprise qui fournit du service pour ses voisins de la Silicon Valley, à une entreprise qui va fournir du service pour tout le monde, sur toute la Terre, c'est-à-dire qu'ils vont devoir vendre des abonnements au Mexique, au Brésil, à l'Inde, à la France, à l'Angleterre, avec tout ce que vous disiez, avec des différences particulières, avec un attachement peut-être plus fort au cash dans certains pays, du SEPA d'un autre côté, alors que d'un autre côté, on est plutôt facile. Enfin, voilà, on facilite plutôt les abonnements. Comment justement votre plateforme a permis de prendre en compte cette disparité en fait finalement des usages? On a un abonnement, mais on a une manière différente de l'approcher. Comment est-ce que vous avez aidé à absorber ça et faire en sorte qu'on passe de quelques milliers à quelques millions d'abonnements par mois? Alors by design, j'avais envie de dire, c'est-à-dire que notre plateforme elle est faite pour ça, donc en fait l'effort il est pas là. Facile. Oui, facile, parce qu'en fait, ça a été prévu pour ça. En fait. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui ont quelques centaines, quelques milliers de clients en B2B avec des factures un peu complexes. On a aussi des clients en B2C. Je crois que notre plus gros client aujourd'hui a 35 millions de comptes de facturation. C'est dans l'automobile, un petit peu partout dans le monde pour des services connectés. Donc on sait, avec la même plateforme, amener des clients à cette scalabilité horizontale, verticale. C'est notre job, c'est pour ça qu'on est SaaS, Cloud, et voilà. De leur côté, Zoom, ils ont fait la même chose au niveau de leurs produits, parce qu'être capable de connecter des centaines de millions de personnes dans tous les pays, ils ont dû aussi travailler beaucoup sur leurs produits. Nous, ce qu'on a apporté, en fait, c'est de leur laisser justement le temps de travailler sur leurs produits et pas de travailler sur leur back-office financier, parce que ça, c'est une perte de temps. Pour les ressources de l'entreprise, en fait, c'est ça la définition d'un logiciel SaaS, en fait. Vous externalisez en fait des fonctions à un logiciel qui va automatiser, en l'occurrence, la chaîne order to cash. Nous, on les a simplement accompagnés par le fait qu'on a une plateforme, et puis on a des partenaires aussi qui travaillent avec les clients, parce que c'est une transformation digitale récurrente, en fait. Au-delà du business model qui est récurrent, la transformation digitale, donc toutes les couches de l'entreprise, du marketing jusqu'au CFO, il faut repenser en permanence. Dans le monde de l'informatique, on appellerait ça de l'amélioration continue. En fait, c'est de la vraie agilité, en fait. L'agilité, c'est la robustesse. Et c'est ça qu'on a réussi à prouver avec eux. Il nous reste très peu de temps, donc deux dernières questions et quelques minutes. Olivier, est-ce que vous pouvez décrire assez rapidement les différentes étapes pour vous qui sont absolument nécessaires pour l'entreprise pour justement réussir à franchir les différentes étapes là que vous avez notées un peu plus tôt? Je commençais par enfoncer une porte ouverte, mais j'aime bien ça. Si on doit échouer, il faut échouer vite. C'est-à-dire que ce qu'on n'aime pas, en fait, c'est l'échec apporte de la connaissance. Donc, les Américains l'ont très, très bien compris. C'est un peu plus compliqué en Europe. Donc, planter une start-up, c'est très bien. Échouer sur un business model, c'est très bien. Parce qu'on apprend, on fait des analyses post-mortem et on peut rebondir. Sauf que si on met 2 ans à lancer un projet parce qu'on a imaginé, qu'on a vu la lumière et que c'est forcément comme ça que ça doit être fait, mais c'est compliqué parce qu'il faut tout ça, sinon on ne va pas y aller, on va mettre 1 an et demi, 2 ans à lancer sa première offre, son MVP, qui du coup n'en est plus vraiment un parce qu'il est trop complet. Et si on se rend compte que ça ne va pas et qu'il faut à nouveau un cycle de 24 mois pour ajuster l'organisation, les people, le process, les plans de tarification, le modèle financier, on ne va pas y arriver, en fait. Et donc, nous, ce qu'on essaie d'apporter, en fait, le message qu'on porte à nos clients, entreprises qui doivent réagir vite, c'est changez vite, changez vite. N'ayez pas peur de changer, changez vite. Faites de l'A/B testing, prenez des pays pilotes, lancez plusieurs offres d'abonnement et regardez pragmatiquement, in situ, qu'est-ce qui va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, on va vous aider à analyser pourquoi. Ça peut être un bête problème de moyens de paiement qui n'est pas vraiment dans les pratiques d'un pays cible. Ça peut être aussi bête que ça. Ça peut être beaucoup plus compliqué, oui. Je vous rassure Thomas, mais ça peut être aussi bête que ça. Donc voilà, la célérité dans le rebond, en fait. Je pense que pour moi, c'est vraiment la clé.
D'accord. Écoutez, on arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup à tous les deux. Et restez avec nous, la suite dans quelques instants. Pour la suite de cette keynote, nous sommes avec Nessim Makhloufi, qui est VP South EMEA chez OwnBackup. Nessim, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons voir pourquoi aujourd'hui, c'était le cas hier, mais ça l'est encore plus qu'aujourd'hui au vu du contexte, la sauvegarde est très importante pour les entreprises. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Nessim, est-ce que vous pourriez présenter OwnBackup ? Bien sûr. Donc merci déjà de m'accueillir. Si je devais résumer en une phrase OwnBackup, je dirais que OwnBackup, c'est la plateforme de protection des données des solutions Salesforce. Et je dirais que nous sommes le leader. Donc évidemment, beaucoup de nos concurrents vont utiliser ou galvauder le mot leader. J'ai envie d'être un peu plus factuel sur ce sujet. Donc pourquoi nous sommes le leader ? Premièrement, aujourd'hui, OwnBackup est le second partenaire à générer le plus de revenus pour Salesforce sur la plateforme AppExchange après DocuSign. Ça, c'est très factuel. La deuxième raison, c'est que de tous nos concurrents, aucun n'est Summit Partner, qui est le plus haut statut demandé par Salesforce à ses partenaires ISV AppExchange, et OwnBackup est bien Summit Partner. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup de choses, à savoir que le niveau de support qui est demandé est un niveau de support international, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à savoir que Salesforce demande un certain nombre de consultants certifiés autour de ces solutions, et la liste est encore longue. Donc, le deuxième point, effectivement, d'être Summit Partner, c'est très important, évidemment, pour nos clients. Le troisième sujet, c'est que nous avons aujourd'hui plus de 4000 clients, quel que soit le segment. Comme Salesforce, nous avons les petits clients de 5 à 10 utilisateurs, et nous avons des clients à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. J'y reviendrai. Le quatrième point que je pense est important pour nos clients, c'est la pérennité d'OwnBackup. Nous avons aujourd'hui des investissements à hauteur de plus de 500 millions de dollars maintenant, ce qui veut dire que la société est valorisée à plus de 3,5 milliards de dollars. Là aussi, j'y reviendrai, mais Salesforce est un de nos plus gros investisseurs d'ailleurs dans nos solutions. Merci Nessim. D'ailleurs, qui sont les fondateurs d'OwnBackup ? Quel est l'historique des fondateurs d'OwnBackup ? C'est intéressant comme question. Je dirais que OwnBackup n'a pas été créé dans un garage, mais presque. Donc le PDG et le directeur technique sont à l'origine de la création d'OwnBackup. Il faut savoir que dans les années 2000, ils étaient sur un sujet intéressant qui était la sauvegarde de données, mais sur des supports physiques. Donc on a tous eu un problème avec notre disque dur sur notre PC ou pour les entreprises sur des serveurs. Et les fondateurs travaillaient sur ce sujet. En discutant avec certains clients qui avaient des solutions dans le cloud, ils se sont aperçus d'un trou dans la raquette lié à ce qu'on appelle la responsabilité partagée sur les applications cloud, à savoir, on en reparlera juste après, vous avez raison, à savoir que beaucoup de clients en fait se rendaient pas compte qu'ils devaient sauvegarder leurs données sur le cloud. Et le business d'OwnBackup est parti à cette période, et OwnBackup est ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi est-ce que justement, Nessim, il est si important d'avoir une solution de backup, y compris lorsqu'on est sur une plateforme cloud ? Alors, effectivement, le business d'OwnBackup est basé sur cette problématique. Alors, je vais prendre deux cas un peu extrêmes, mais qui vont bien illustrer pourquoi il est important de sauvegarder ces données, même quand on est dans le cloud, puisque là, vous le voyez sur le slide qu'on va vous présenter, mais on parle bien d'un cloud et non pas d'une forteresse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le premier sujet intéressant, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois en France avec OVH, qui a eu ces data centers qui ont brûlé. Donc, évidemment, ce que je vais dire, ça ne concerne pas Salesforce. Salesforce est vraiment un éditeur, et moi-même ayant travaillé chez Salesforce, je le sais, donc un éditeur qui offre le plus haut niveau de protection sur ses data centers, avec un niveau de reprise d'activité qui est sans commune mesure avec ce que pouvait proposer OVH. Mais l'incident d'OVH a mis en exergue une problématique sur la sauvegarde des données cloud, puisque tous les clients qui ont eu leurs données qui ont disparu à
cause de cet incendie sur les data centers, ont voulu attaquer OVH en disant, voilà, moi je n'ai plus accès à mes données, je ne peux plus faire mon business. Et c'est là où ils se sont aperçus d'une problématique qui est liée au modèle de responsabilité partagée, dans lequel, juridiquement, ils étaient responsables d'une sauvegarde de leurs données. On y reviendra plus tard. Et ça, évidemment, pour nous, pour un backup, particulièrement sur les clients Salesforce, ils se sont tous dit, mais tiens, je ne savais pas que je devais avoir une sauvegarde de mes données. En tout cas, beaucoup des clients Salesforce. Le deuxième sujet qui est intéressant, c'est les sujets de ransomware. Alors, je dis intéressant, malheureusement pas pour ceux qui le vivent. On prend des sociétés comme Renault il y a quelques années ou d'autres encore maintenant, dans lesquelles des hackers vont être capables de bloquer l'accès aux données de certaines entreprises et donc bloquent l'accès au business que peut faire cette entreprise et demandent de l'argent pour débloquer cet accès. Évidemment, si vous avez une sauvegarde de vos données, eh bien, vous pouvez continuer quand même à avoir accès à ces données et à travailler dans une moindre mesure. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est effectivement la sauvegarde de données est majeure, dans des cas extrêmes comme je viens de le dire, mais il y a d'autres cas. Pourquoi ? Parce que si on n'a plus accès à ces données, le business est interrompu. Et ça, pour le coup, c'est la responsabilité des entreprises de ne pas avoir ce business interrompu. 50% des problèmes d'accès aux données ou de données qui disparaissent sont des erreurs humaines. Donc, aujourd'hui, un développement qui se passe mal peut effacer des données, une intégration qui se passe mal peut effacer des données, une migration d'une instance de Salesforce à une autre instance peut effacer des données, et je pourrais continuer la liste de cette façon. Ce que je suis en train donc de vous dire, c'est que la sauvegarde des données, et on discutera de la restauration de ces données en fait, est très importante. Donc, avoir une solution quand on est un client Salesforce sur ce sujet est extrêmement important. Une question juste complémentaire à celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les clients de Salesforce ont pris conscience à quel point, justement, cette sauvegarde de la donnée est importante, ne serait-ce que pour la survie de leur business, d'une part, et puis sur leur capacité à le relancer en cas de sinistre? Eh bien, écoutez, je vais vous donner un chiffre éloquent, mais 15% des clients Salesforce aujourd'hui sont équipés d'une solution de sauvegarde et de restauration de données. Le reste ne l'est pas. Donc, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et donc une grosse opportunité pour un backup. D'ailleurs, Nessim, est-ce que vous pouvez rappeler qui est responsable des données sur le cloud? Alors, ce n'est pas complètement la plateforme, vous l'avez dit avec l'exemple d'OVH. Ce n'est pas non plus complètement les clients. Alors, cette responsabilité, elle est partagée entre qui et qui, finalement? C'est une très bonne question. Et effectivement, j'ai parlé du modèle de responsabilité partagée. Donc, évidemment, l'éditeur, lui, d'une application cloud, va, pour résumer, fournir un accès à l'application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Encore une fois, c'est pour résumer. Et de l'autre côté, par contre, le client, lui, dans cette application a ses données et est responsable de la sauvegarde de ces données. Laissez-moi prendre un exemple qui est plus simple. C'est l'exemple d'ailleurs qu'on prend chez Salesforce souvent, à savoir la location d'un appartement dans un immeuble. Voilà, je m'y retrouve. Donc, vous louez vous-même peut-être un appartement dans un immeuble. Le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires de l'immeuble se doivent de fournir la maintenance de l'ascenseur, se doivent de fournir l'accès à l'immeuble. Donc, vous pouvez rentrer quand vous voulez dans votre appartement et tout ça, c'est bien maintenu jusqu'à l'électricité, le gaz, l'eau. Par contre, ce qui se passe dans l'appartement, c'est de la responsabilité du locataire. Donc là, en l'occurrence, c'est de la responsabilité de la personne qui a un abonnement sur l'application cloud. Demain, un incendie a lieu dans votre appartement, il vous faut une assurance, parce que si vous n'avez pas d'assurance, eh bien, c'est vous qui allez devoir payer les dégâts. Voilà, donc le modèle de responsabilité partagée, c'est la même chose. Le fournisseur cloud de l'applicatif va vous fournir un certain niveau d'accès à la solution. Par contre, ce qui se passe dans votre instance, là où vous avez vos données, vous en êtes responsable. Ça veut dire que, par exemple, pour un client Salesforce, le responsable du centre d'excellence, les administrateurs, se doivent d'avoir en place une solution qui va permettre cette sauvegarde. Alors, quand je parle de sauvegarde d'ailleurs, c'est pas que sauvegarde, je parle de restauration. Et je vais prendre un autre exemple qui est assez éloquent, c'est votre portable. On a tous un portable, et effectivement, sauvegarder les données, ça va être assez simple. L'idée, c'est plutôt de rapatrier, donc de récupérer les données, mais pas seulement les données. Chez Salesforce, on parle de métadonnées, à savoir que si je prends l'exemple de mon mobile, si je récupère mes contacts
C'est une chose intéressante parce que je retrouve avec mes contacts, je peux rappeler mes contacts. Par contre, j'avais des applications qui étaient paramétrées pour fonctionner d'une certaine façon. Donc là, on parle des métadonnées. Si je ne récupère pas les métadonnées, j'ai un problème puisque j'ai récupéré qu'une partie de mon application finalement, les données. Mais j'ai besoin aussi de récupérer la configuration de l'application. Sinon, je me retrouve avec une application que je dois reparamétrer et donc je perds du temps. Et c'est là où OnBackup, évidemment, fournit des solutions. Et on en parlera plus tard. Je pense que c'est là aussi où on se différencie sur la facilité de restauration dans un cas de perte de données. Nessim, à quel point le cadre légal que vous avez abordé légèrement auparavant influence-t-il la question de la sauvegarde, et j'ai presque envie de dire le déploiement de la sauvegarde au sein des entreprises? Écoutez, là aussi, il y a une contrainte, alors d'ailleurs qui est connue, autant la responsabilité, le modèle partagé est peut-être un peu moins connu, mais autant ces sujets légaux, juridiques, de compliance sont connus. Si vous allez dans le secteur de la santé, les normes IPA sont connues de tous les acteurs. La norme RGPD, aujourd'hui, de toute façon, a été imposée à toutes les entreprises. Donc, effectivement, dans la logique de sauvegarde, on trouve aussi une logique d'archivage, on trouve aussi une logique d'anonymisation. Et si je prends l'exemple du dossier patient dans la santé, il est évident qu'on doit sauvegarder, mais de manière sécurisée, ce type d'informations. Si je vais dans le secteur de la finance, il y a des réglementations pour les banques au niveau de l'archivage pour 10 ans et parfois plus. Et de nouveau ici, il ne s'agit pas que de sauvegarder ou d'archiver, il s'agit de sécuriser ces sauvegardes et d'être capable de montrer que ces sauvegardes n'ont pas été modifiées. Donc des technologies de blockchain, par exemple, vont permettre de le faire chez ce qu'on propose, c'est ce qu'on propose chez OnBackup. Donc oui, déjà le sujet légal, juridique, compliance impose de toute façon aux clients Salesforce, là, puisqu'on parle des clients Salesforce, d'avoir une sauvegarde, une capacité d'archiver et d'être compliante avec ces normes juridiques. Mais de façon générale, si on parle de la gouvernance de la donnée, de toute façon, les clients aujourd'hui, quelles que soient les applications qu'ils possèdent, doivent appliquer ces bonnes pratiques autour de la sauvegarde et de la restauration des données. Nessim, dans un marché composé de très nombreux acteurs sur le marché de la sauvegarde, qu'est-ce qui va vous différencier de vos concurrents? Là, je dirais que ce sont nos clients, avant tout nos clients. Je le disais tout à l'heure, on a plus de 4000 clients, quels que soient les secteurs d'activité et puis la taille d'entreprise. On a des clients comme L'Oréal, PSA, Louis Vuitton. Ce que je cherche à vous dire ici, c'est que nos clients vont avant tout parler d'OnBackup comme d'une solution extrêmement fiable. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est notre niveau de support. Il est évident que quand un client a un problème de perte de données, comme je vous le disais, où le business est bloqué, vous imaginez qu'il y a un stress important qui se passe dans l'entreprise, surtout sur certaines populations. Et là, avoir une société comme OnBackup avec un support qui répond quasiment instantanément, qui aide à retrouver ces données, je peux vous dire que les clients sont très contents d'avoir affaire, dans ces cas-là, à une société comme OnBackup. Donc, la première chose, c'est voilà, ce que disent nos clients, comment ils le vivent en termes de problématiques de restauration avec OnBackup. Et ça, c'est prouvé par les revues qu'on a sur l'AppExchange. On est un ISV, on parle d'ISV pendant 3 jours sur le sujet App Innovation. Clairement, on est le seul acteur à avoir des centaines et des centaines de revues de la part de nos clients avec 5 étoiles sur l'AppExchange. L'autre point important qui, je pense, nous différencie, c'est la solution en tant que telle. Je parlais de la facilité à retrouver les données ou les métadonnées. Ici, on parle d'innovation, on parle d'une solution qui est très fiable, ça veut dire une R&D importante. Je vous le disais tout à l'heure, on est 10 fois plus important en termes de nombre d'employés que notre plus proche concurrent. On a plus de 600 personnes aujourd'hui, donc on a un tiers de ces personnes qui travaillent sur la R&D. Ça veut dire qu'on a une profondeur fonctionnelle, on a des études qui sont faites pour utiliser de façon très intuitive la solution, et ça aussi, les clients le disent et le montrent comme un différenciateur qu'on propose récemment d'ailleurs, toujours dans cette logique d'innovation. On a fait des acquisitions et récemment on a acquis une société qui s'appelle RevCult et qui vient compléter l'offre de Salesforce sur Shield. Donc là aussi, c'est quelque chose qui nous différencie depuis des années par rapport à nos concurrents sur cette capacité à innover.
L'autre point dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, nous sommes Summit Partner, donc la proximité avec Salesforce. Nous sommes un ISV Salesforce. C'est cette proximité qui va faire que quand Salesforce a des nouvelles releases, nous, de notre côté, notre produit va toujours fonctionner, ou nos solutions vont toujours fonctionner. Donc cette proximité avec Salesforce est extrêmement importante. Et je pense que cette proximité est reconnue dans le monde entier. Donc ça aussi, ça nous différencie de nos concurrents. Nous arrivons, Nessim, à la toute fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez avec nous, la suite de la keynote, c'est pour dans quelques instants.